Ces conflits, a-t-il précisé, engendrent une augmentation significative des dépenses sécuritaires dans un contexte de ressources limitées. Cette conjoncture particulière impose un contrôle rigoureux du cadre macroéconomique afin de préparer l'accélération du développement économique par la mise en œuvre de mesures urgentes en vue de redressement et de l'assainissement de finances publiques. Le président de la République a souligné que l'amélioration de finances publiques par cette voie aurait un impact significatif sur la situation monétaire en facilitant le maintien d'une politique monétaire restrictive, contribuant ainsi à la maîtrise de l'inflation et à la stabilité du taux de change. Par ailleurs, le président de la République a rappelé que notre pays a pris des engagements importants vis-à-vis des institutions de Bretton Woods, en particulier les FMI, dans le cadre d'un programme d'appui fondé sur la facilité élargie de crédit et la facilité pour la résilience et la durabilité. De manière concrète, les mesures exceptionnelles nécessaires porteront sur la rationalisation des dépenses relatives à certaines institutions dont la pertinence n'est plus avérée, mais qui continuent de mobiliser des ressources publiques importantes. Dès lors, il a instruit le gouvernement de lancer un processus d'identification de structures créées ces dernières années, notamment au sein de ministères, et d'analyser leur valeur ajoutée au regard de ressources qui leur sont allouées, tant en termes des dépenses directes provenant du trésor public qu'en ressources publiques indirectement mobilisées, alors qu'elles auraient pu centraliser le compte général du trésor. Et il a insisté sur le fait que son cabinet est également concerné par cet effort de rationalisation. Dans cette perspective, il a engagé la Première ministre, avec l'appui de son cabinet, de proposer dans le plus bref délai une méthodologie claire et de conduire ce travail avec célérité et rigueur à l'issue de cette évaluation, des mesures allant de la suppression pure et simple ou des réconfigurations optimisées de certaines structures seront envisagées. Nous devons être conscients qu'une offre économique innovante est indispensable pour dégager les ressources nécessaires aux projets structurants porteurs d'amélioration du bien-être de population. Cette offre économique ne saurait être dissociée d'un redressement réfléchi, efficace et durable de nos finances publiques, a-t-il conclu. À l'Assemblée nationale, la plénière convoquée ce vendredi a abordé 4 points à l'ordre du jour. Parmi ces points figurent l'examen et adoption du projet de loi portant autorisation de prorogation de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. À l'ouverture, la plénière a procédé à l'examen et au vote du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état des sièges au Nord Kivu et en Ituri, présenté par le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba. Au total, 315 députés nationaux ont voté pour l'adoption de l'intégralité de textes après l'examen article par article qui entre en vigueur à partir du 7 mai 2025. S'agissant de l'examen de 7 projets de loi de ratification, le bureau a sollicité un report de l'examen de cette question pour une lecture approfondie de ces textes suite à l'absence des ministres sectoriels pour des urgences d'État. En outre, le rapporteur Jacques Njoli Essengekeli a relevé le souci de procéder à un examen approfondi de ces collectifs législatifs composés de 7 lois qui devraient être présentées respectivement par les ministres des Finances, de la Justice et garde des Sceaux, de Ressources hydrauliques et électricité et de Finances, de la formation professionnelle ainsi que celle de la culture, art et patrimoine. Il a souligné la décision prise par le bureau lors de la conférence des présidents conformément à l'article 152, alinéa 2 du règlement intérieur de programmer la proposition des honorables Alex Katembo et Kambale Moale après le dépôt des textes similaires proposés par l'honorable Pascal Mongo. Au cours de cette plénière, les élus nationaux ont également voté le report de l'examen de la proposition de loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la sécurité alimentaire en RDC. Plusieurs motions d'information et des procédures ont été soulevées respectivement par les députés nationaux Percy Nzuzi, Eliezer Tamboué et Lady Yango Tikala sur l'insécurité dans le Congo central, l'effectivité du contrôle parlementaire et la controverse sur les poursuites contre les députés nationaux. Le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Isaac Jean-Claude Chilumbaï, a rassuré la plénière de la programmation hebdomadaire du contrôle parlementaire conformément aux prescrits du règlement intérieur.
Un projet pilote vient d'être lancé par la première ministre, chef du gouvernement. Ce projet qui vise la promotion des petites et moyennes entreprises a concerné en premier temps les victimes des incendies des marchés de la Liberté et de Delvaux, ainsi que les victimes des récentes inondations. Chimène Dondo. Rempli comme un œuf, le chapiteau GB Kinshasa a vibré d'énergie et de détermination, accueillant 350 entrepreneurs venus du marché de la Liberté et du marché d'Elvaux prêts à formaliser leur business. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a lancé ce samedi le projet pilote de formalisation de petits et micro-entrepreneurs. Cette initiative s'inscrit dans la vision de la première ministre qui tient à la création de plus d'emplois décents au pays et à la protection du pouvoir d'achat de ménages en RDC. La formalisation, ce n'est pas seulement remplir un formulaire. C'est accéder à un statut reconnu, à des droits, à des mécanismes de protection et à de nouvelles opportunités. C'est garantir la pérennité de votre activité, pouvoir grandir, embaucher et transmettre. C'est aussi permettre à l'État d'être plus près de vos besoins et de mieux orienter les politiques d'appui. Mais nous savons que cette transition ne se décrète pas, elle s'accompagne. Elle exige des dispositifs souples, des incitations fiscales réalistes, des outils de formation adaptés et une simplification administrative et surtout de la confiance. Equity BCDC, Afrissure et ARCA sont le partenaire du gouvernement dans la réalisation de ces projets pilotes ambitieux. Selon le ministre de l'Industrie et du Développement de PME, Luika Bambawatum, cette formalisation offre aux micro-entrepreneurs, entre autres des assurances, pour relancer leurs activités en cas de sinistre. Plusieurs membres du gouvernement, députés nationaux et autres personnalités ont pris part à cette cérémonie. Par ce geste, la chef du gouvernement tient sa promesse en faveur de victimes des incendies de marché de la Liberté et de Delvaux, ainsi que de récentes inondations. Cela renforce aussi la résilience de ces populations sinistrées, masse laborieuse de la République démocratique du Congo. Une motion de défiance contre un membre du bureau de l'Assemblée provinciale de Lomami au cœur d'une bagarre rangée. La justice est saisie du dossier. Une bagarre rangée a éclaté le vendredi 2 mai 2025 à l'Assemblée provinciale de Lomami. À la base, les membres du bureau ont voulu aligner à l'ordre du jour une motion de déchéance contre le vice-président de l'Assemblée provinciale. Le rapporteur qui voulait transmettre les documents au vice-président a été violemment agressé par ce dernier. Selon les témoins, il l'a étranglé avant de rouer des coups le président de cet organe délibérant qui voulait s'interposer. Les députés provinciaux ont désavoué leurs collègues. Dénonçons la barbarie perpétrée dans l'enceinte de l'Assemblée provinciale en violation des articles 108, 118 et 123 de notre règlement intérieur. Condamnons les manquements graves de l'honorable vice-président Augustin Malangondjibou au bureau du président de l'Assemblée provinciale pour avoir administré volontairement les coups de tête à l'honorable rapporteur Ilunga Kabo Bodavi, d'une part, et avoir à cette même occasion déchiré la pétition lui notifiée par l'honorable président. Nous retirons notre confiance à l'honorable Augustin Malangondjibou, vice-président de l'Assemblée provinciale de Lomami, pour avoir terni l'image de marque de notre Assemblée par ces actes de barbarie légendaires et demandons aux institutions, tant provinciales que nationales, d'en tirer toutes les conséquences. Saisi de la situation, le ministre d'État Constant Moutamba a instruit le procureur général près la cour d'appel de Lomami d'engager des poursuites contre les députés concernés par ce conflit. Aujourd'hui, 3 mai, c'est la journée consacrée à la liberté de presse dans le monde. En RDC, l'ONG Jet de journalistes en danger appelle à des actions urgentes pour mettre fin aux graves atteintes à la liberté de la presse qui se commettent dans les territoires sous contrôle de l'AFC M23.
Dans cet auditoire de l'Université de sciences de l'information et de la communication, l'éthique et déontologie font partie du basique dans le cursus. À côté de cela, il faut ajouter la notion de la liberté de la presse, définie selon cet étudiant. La liberté de la presse désigne le droit des journalistes, soit de médias, de parler sans être violentés, sans subir de pression mauvaise venant de quiconque. La liberté de la presse a un concept clé dans l'exercice de ces nobles métiers. À la RTNC, direction des informations, Angèle Mabiala préside le conseil de rédaction. Chaque samedi ici, cette liberté de la presse tient aussi compte de la ligne éditoriale qui appelle à la préservation de l'image de marque des institutions. À la RTNC, nous évitons une sensibilité négative justement de l'information. Contrairement à ce que les citoyens lambda peuvent croire, qu'ici à la RTNC, où les opposants peuvent se dire qu'à la RTNC, nous les mettons à l'écart, non. Nous traitons les informations et du pouvoir et de l'opposition parce que, rappelez-vous messieurs, la RTNC, c'est l'église au milieu du village. Une liberté de la presse parfois mise en mal dans des zones sous occupation par l'armée rwandaise où l'omerta est la seule règle. Dans son communiqué, l'organisation Journalistes en danger dénonce vigoureusement le climat général d'insécurité dans lequel travaillent les journalistes congolais dans les zones sous contrôle et appelle ces forces négatives au respect du travail de journalistes et de leurs droits. Depuis l'événement du président Félix Tshisekedi, la presse a enregistré des avancées significatives. D'ailleurs, l'actuel ministre de la Communication et des Médias, auteur de la loi Mouyaya, fut journaliste. Alors quand vous voulez rentrer dans le souvenir de Mouyaya en tant que journaliste, Mouyaya, on l'appelait le Patrick Poivre d'Arvor. Il a comme caractéristique la recherche du beau et du travail bien fait. Le foisonnement des organes de presse, le phénomène mouton noir et autres pratiques contraires aux principes émergent dans un environnement médiatique concurrentiel, d'où le rôle du régulateur qui est le CISAC dans l'observation stricte de textes et lois du pays. Un partenariat en vue entre le ministre de la formation professionnelle et la Société africaine d'explosifs. Le ministre de la formation professionnelle, Marc Ekila, a effectué une descente sur le terrain pour échanger avec les responsables de cette société d'État pour la formation des jeunes au métier. Oscar Mbalkaïch. Une visite peu ordinaire dans les installations de la Société africaine d'explosifs, Afridex, sous tutelle du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, celle du ministre de la formation professionnelle et de métier, Marc Ekila. Tout a commencé par un briefing avec le directeur général de cette société, le lieutenant général Fall Sikabwe, sur l'objet de cette mission, essentiellement axée sur les missions d'Afridex dans les dispositifs de formation et de développement militaire du pays. Réunion stratégique élargie à d'autres collaborateurs et responsables aussi bien du ministère que de la société Afridex, notamment le directeur général adjoint Serge Bokana et Kakumba. Les deux parties ont évoqué les partenariats en vue pour le développement des compétences et la coopération technique. Nous pensons que avec l'échange que nous avons eu avec le ministre, ces projets ont rencontré leurs correspondants dans les perspectives de l'entreprise, l'Afridex, l'africaine d'explosifs. Le ministre de la formation professionnelle a manifesté l'intérêt de tirer parti de cette expertise pour offrir à la République une main-d'œuvre qualifiée, prête à relever les défis techniques et industriels. Il y a de l'espoir avec Afridex dès lors qu'il y a une certaine dimension qui est prise dans ces secteurs-là pour nous permettre d'avoir, nos jeunes gens peuvent suivre une certaine formation au métier, et dans les mines, nous avons les professions qui sont encore cherchées, le métier qui sont encore cherchés. Une partie de la réponse, nous pouvons la trouver ici chez Afridex et c'est cela ma grande satisfaction. Afridex travaille dans la production de tout explosif, munitions civiles et militaires, armes et autres produits analogues ou connexes, y compris leurs accessoires. La réalisation de toute opération et prestations se rattachant directement ou indirectement à cette activité.
Il s'est tenu récemment à Lusaka, en Zambie, les réunions extraordinaires des ministres des Mines de la CIRGL. Le ministre de Mines, Kizito Pakabombe, avait pris part à ces 3 réunions qui ont examiné les requêtes de la RDC auprès du secrétaire exécutif de la CIRGL, Nadine Futuka. Le ministre de Mines à Lusaka, en Zambie, Kizito Pakabombe Kapinga Mulume, participe depuis quelques jours à la réunion de ministres de Mines de la conférence internationale de la région de Grand Lac, CIRGL. Cette réunion s'attelle sur la question de la contrebande de minerais dans l'est de la République démocratique du Congo vers le Rwanda. En résolution, une commission d'enquête sera mise sur pied pour statuer sur la question. Cette réunion de Lusaka fait suite aux travaux de la 26e réunion du comité d'audit de la CIRGL et à la 30e réunion du comité régional de l'initiative régionale de lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles tenue à Nairobi, au Kenya. Ces 3 forats ont pour objet de dénoncer la contrebande minière rwandaise auprès du secrétariat exécutif de la CIRGL au bénéfice de la République démocratique du Congo. Elles créent de l'emploi, boostent l'économie et font bouger les lignes. Les petites et moyennes entreprises sont au cœur du dynamisme du secteur économique. Advance Congo vient de publier son rapport pilier 3, question d'aider la RDC à atteindre l'inclusion financière. Malumbela. Les petites et moyennes entreprises qui représentent plus de 80% de l'économie nationale demeurent un pilier essentiel du développement en République démocratique du Congo. Pour les soutenir, Advance Congo, partenaire du gouvernement congolais, a intensifié ses actions en matière d'accès au financement. Malgré un contexte économique difficile et des défis sécuritaires dans certaines provinces, l'institution financière a affiché une croissance de 42% en 2024 selon son rapport pilier 3. Un résultat porté par l'ouverture de 2 nouvelles agences à Lubumbashi et à Kolwezi avec une stratégie axée sur la proximité avec les entrepreneurs. Au 31 décembre 2024, en termes de performance, nous affichons un encours de crédit de 114 milliards de francs congolais, soit une croissance de 42% par rapport à l'exercice 2023, 101 milliards de francs congolais d'encours de crédit de dépôt, autant pour moi une croissance de 10% par rapport à 2023, des fonds propres réglementaires à 13 milliards de francs congolais, plus de 94 000 clients que nous servons au quotidien avec grand plaisir, un volume total de crédits décaissés de 230 milliards de francs congolais au cours de l'année 2024. Gouvernance renforcée, meilleure gestion des risques et plan de continuité mis à jour, Advance Congo mise sur la résilience pour accompagner durablement les petites et moyennes entreprises congolaises et les populations actives à faible revenu. L'objectif restait clair, favoriser l'inclusion financière et contribuer ainsi activement au développement économique de la République démocratique du Congo. L'équipe dirigeante, avec à sa tête le directeur général Jean-Luc Nzoubou, a remercié les autorités de régulation pour leur encadrement et leur appui pour la réussite de ces missions. Il faut créer un cadre permanent de concertation pour le développement du secteur agricole. Le ministre d'État à l'Agriculture y tient. Il a rencontré les opérateurs économiques, membres de la FEC œuvrant dans le secteur agricole. Bobo Mokondi. Le ministre d'État et ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Georges Mutombo, a rencontré les membres de la Commission nationale Agriculture, Élevage, Pêche et Forêt de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, conduite par le président Michael Hollands. C'était ce vendredi au Majestic River, sur le majestueux fleuve Congo, dans la commune de la Gombe. Au cours de cette rencontre, le ministre a exposé les priorités du gouvernement, entre autres, la production locale des semences, la production d'engrais, la conservation des produits agricoles, l'irrigation et la cartographie des terres arables. Les deux parties se sont convenues de mettre en place un cadre de concertation permanente pour discuter des mesures et stratégies à long terme pour le développement de ces secteurs. Depuis déjà plus de 20 ans que je suis dans le monde actif dans l'agriculture, c'est la première fois que j'entends un cadre de concertation dans l'agriculture, FEC, ministère de l'Agriculture. C'est une première, ça veut dire que c'est un bon signe et qu'on a vraiment espoir que ça va changer. Nous avons écouté le ministre, nous y croyons.
nous allons faire aussi les efforts que nous pouvons faire par rapport à tous ces défis. Occasion pour les ministres de faire un appel à l'action et à la collaboration pour transformer les secteurs agricoles de la RDC en un moteur de croissance économique et de développement. Nous ne pouvons pas miser aux importations. Nous devons miser à la production locale. Pour produire localement, nous devons travailler avec notre propre secteur de développement de l'agriculture. C'est-à-dire nous avons la partie faite agriculture où il y a des opérateurs agricoles qui sont éparpillés dans tout le territoire national. Il n'y a rien au gouvernement d'attendre à la fête. Il n'y a rien que la fête doit attendre au gouvernement. Nous devons nous mettre ensemble, regarder à l'horizon et travailler ensemble et produire, créer les emplois, nourrir la population. Le retrait de l'aide des États-Unis sur le plan mondial prive la RDC de plus de 3 milliards de dollars américains par an. La société civile du secteur de la santé fait un plaidoyer auprès des autorités pour financer la prise en charge de la tuberculose, du paludisme et du VIH. Nicole Sessep, Papi Mbomo pour d'autres détails. La République démocratique du Congo risque de compter beaucoup de morts à cause de la rupture des stocks de médicaments dans la prise en charge de la tuberculose, du paludisme et du VIH-Sida. Situation très alarmante dans la partie Est où les malades n'ont plus accès aux médicaments. Le gel du gouvernement américain sur les financements de ces 3 maladies commence déjà à impacter négativement sur la prise en charge des malades. Les organisations de la société civile du secteur de la santé sollicitent l'implication du gouvernement congolais pour financer cette lutte. Il est important que l'État congolais revoie ses engagements vis-à-vis du peuple congolais et vis-à-vis des partenaires internationaux pour prendre en charge les questions sanitaires de notre pays. La situation de la tuberculose doit être prise avec beaucoup de sérieux, étant donné que la grosse part est prise par l'extérieur. Et donc cette dépendance aujourd'hui nous a rattrapé. La situation de la tuberculose ne fait que s'aggraver avec le gel et la partie promise pour alléger la charge de la tuberculose en RDC n'a toujours pas été, n'est-ce pas, honorée. Les acteurs de la société civile ont pris l'engagement de poursuivre la sensibilisation auprès des autorités compétentes et des partenaires pour le financement et garantir la prise en charge de ces 3 maladies appuyées par le Fonds mondial en République démocratique du Congo. Réglementation du secteur de la santé. Un édit a été voté hier vendredi à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. L'objectif est de faciliter la population à l'accès aux soins de santé de qualité. Rodé Panda. La couverture santé universelle décrétée par le chef de l'État Félix Tshisekedi implique l'accompagnement de toute la population congolaise et différentes structures du secteur de la santé telles que les mutuelles ainsi que les différents partenaires. Au niveau de la ville-province Kinshasa, la situation sanitaire de la population pour accéder aux soins de santé de qualité se pose avec acuité. L'honorable Mahon Touene, député provincial élu de Selembao, a fait de cette affaire son cheval de bataille. L'édit qu'il a proposé pour la réglementation de ce secteur de la santé au niveau de la ville de Kinshasa a été présenté, aligné et discuté au cours de la plénière du vendredi 2 mai 2025. Après débat, l'honorable a persuadé l'ensemble de la représentation de Kinois sur les propositions des solutions avancées. Au finish, cet édit a été adopté à l'unanimité. Mahon Touene, qui en est l'initiateur, est comblé de satisfaction d'avoir rempli sa mission avec l'appui de l'ensemble de l'hémicycle provincial de Kinshasa. La population quinoise peut donc être rassurée de la réglementation du secteur de la santé pour une bonne prise en charge sanitaire à un coût à la portée de tous. Les députés nationaux originaires du Grand Équateur en séjour à Mbandaka ont visité les victimes de l'incendie de la baleinière et après la délégation s'est rendue au lieu du drame. La présence à l'hôpital général de référence de Ouangata de cette délégation des députés nationaux conduite par l'honorable Joséphine Pacifique Lokumu, à laquelle s'était joint le gouverneur de province Boloko Bolombo Bobo, était un motif de soulagement et de réconfort pour ces accidentés de la baleinière Christ Roi surnommée Kokolo, qui avait pris feu récemment en Mbandaka.
L'honorable Joséphine Pacifique Lokumo et sa suite ont versé les larmes en voyant par eux-mêmes l'état de ces accidentés qui n'ont pas tardé, en dépit de leurs conditions physiques déplorables, de relater leur sort réel. Devant cette triste réalité, ces députés nationaux ont, au nom du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et celui du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, remis une assistance financière et un lot de produits pharmaceutiques aux accidentés et aux corps soignants. Pour bien confectionner son rapport, la dite délégation a effectué une descente à bord d'un canot rapide sur le lieu de la tragédie, au campement Nganda-Kinshasa, non loin de l'entrée de la rivière Ikelemba, afin de palper du doigt les contours de ces drames qui avaient endeuillé la province de l'Équateur. Dans le secteur de l'éducation, les anciens élèves de l'ESVC ont visité l'école Allégresse Mpassa, une école pour les élèves vivant en milieux ruraux et périurbains. Ces élèves de la première et deuxième promotion ont apporté leur contribution pour l'extension de la 8e classe de cette école. Anita Luamba. À l'approche de la célébration de 25 ans de l'SSV, une initiative remarquable attire l'attention et mérite d'être saluée. Les anciens élèves de la première et la deuxième promotion ont décidé d'accompagner cette commémoration par un geste concret, l'extension des classes de la 8e et 9e de Allégresse Mpassa, une école pour les élèves vivant en milieux ruraux et périurbains. Nous sommes émerveillés. Personnellement, je suis heureuse de voir ces enfants, voir qu'il y a des enfants qui hier n'avaient pas l'occasion d'être au banc de l'école comme nous sommes passés, mais aujourd'hui de voir que ces enfants ont accès à l'éducation. Ces enfants ont besoin de nous, ces enfants ont besoin de chacun d'entre nous. Je crois que nous pouvons tous mettre notre main à la pâte pour contribuer et accompagner ces enfants. Ils ont un cursus à suivre, ils veulent être comme vous et nous demain. Alors donnons-leur cette occasion. Ils ont des rêves et donnons-les à les réaliser. On est fiers de vous. On vous dit grand merci. Grand merci pour tout. Et on demande au Très-Haut de vous garder encore. Parce que vos œuvres de charité, ça laisse... ça me fait manquer de mots. C'est plus qu'une simple contribution matérielle. C'est un signe fort de reconnaissance et d'attachement à l'école qui a contribué à leur formation, tant sur le plan intellectuel que spirituel. En prolongeant ces salles de classe, ces anciens élèves veulent offrir aux futures générations un cadre plus spacieux, plus adapté pour mieux apprendre et mieux s'épanouir. Ils traduisent ainsi une valeur essentielle de l'éducation chrétienne, celle de rendre à la communauté ce qu'on a reçu avec gratitude. La mission Kikonga dans le Haut-Ouélé va totaliser cette année 100 ans d'existence. Les chrétiens et la population de ce coin du pays s'apprêtent déjà à célébrer cette grande fête. Christine Lenzo. Il s'agit d'une première assemblée générale du comité qui se charge de l'organisation du centenaire de la mission Kikongo dans la province du Kwilu, mission située dans la contrée ecclésiastique de Wamba Fatundu. Ces ressortissants se sont réunis dans la salle Arche du Congo sur l'avenue Kianza dans la commune d'Engaba pour évaluer les niveaux atteints par les comités d'organisation pour la réussite de ces grands événements. Président de cette cérémonie, le révérend Sinos Boussobo a présenté officiellement les comités et les membres des 10 commissions du comité d'organisation chapeautés par les professeurs Robert Quim Bibibikan, recteur de l'UPC. La mission Kikongo est une contrée qui, depuis l'époque coloniale, est propulsée par l'Église qui y a construit des hôpitaux, des écoles, en plus de son développement communautaire, mais reste toujours enclavée, pas de routes, pas de société, d'où l'appel au gouvernement pour venir en aide aux natifs de ces coins et booster l'économie et le développement de cette cité. C'est dans ce cadre que le révérend Sinos Boussobo, premier vice-président du comité d'organisation, et le bourgmestre honoraire Télé Mukwanga, deuxième vice-président et président de Fodewa, aussi Sele Bilumbu, membre du comité d'organisation et président des anciens de Kikongo AK,
demande aux anciens élèves de la mission, aux ressortissants de Wamba, aux natifs de Kikongo et à toutes les bonnes volontés de mettre la main dans la pâte pour la réussite de cet événement du centenaire de Kikongo prévu en 2029. Et puis cette bonne nouvelle pour les usagers de la route Bypass, le début des travaux de réhabilitation de la chaussée. Une tête d'érosion s'était formée sur la route Bypass près du rond-point Gaba après des fortes pluies qui se sont abattues à Kinshasa dans la nuit du 1er au 2 mai. Une de bandes allées de la route était emportée. Iverson Kabwabwa et Dichala. Un blackout qui a impacté plusieurs ménages avec des conséquences sur l'économie domestique. Coupée en deux, suite à la dernière pluie diluvienne, la route Bypass dans son tronçon, compris entre le triangle, le rond-point Gaba et l'arrêt courant, a été impraticable pendant près de 24 heures. Et très vite, en raison de son intérêt économique dans l'acheminement des produits agricoles, les travaux de réhabilitation ont été lancés pour le retour du trafic, à la grande satisfaction des habitants qui ont vécu un calvaire pendant si peu de temps. La rapidité, nous pouvons être contents d'abord de la façon dont ils ont réagi rapidement pour venir en aide de ce côté-ci. Parce qu'il faut dire aussi, la route Bypass est vraiment nécessaire pour aussi l'approvisionnement de la ville de Kinshasa. Et nous sommes très contents, mais nous serons encore beaucoup plus heureux si ces travaux continuaient. Nous avons besoin qu'on trouve quand même une sorte de canalisation pour amener de l'eau vers le bassin qui sont là en bas. Ça serait pour sécuriser à la fois la route Bypass, mais aussi quelques habitants de ce coin. Pendant ce temps, la route principale de l'intendance pour accéder à l'université de Kinshasa, elle, reste impraticable. Constat fait par les députés provinciaux élus de Lemba, Norbertine Matanda, qui est allé inspecter cette infrastructure routière. Ici, usagers comme transporteurs, tous s'accordent sur l'urgence dans la réhabilitation de cette route, malgré les multiples sonnettes d'alarme. Dans ses propos, Norbertine Matanda a promis de porter haut la voix de la population auprès des instances de la ville pour une solution dans un délai relativement court. Coup de rétroviseur sur la journée du 1er mai célébrée dans la province de Lualaba. Le dialogue social, un des points abordés au cours des manifestations commémoratives présidées par le vice-gouverneur Clément Moufoundji. Reportage. Une complicité entre l'organe délibérant du Lualaba et les sociétés installées dans cette juridiction. À l'occasion de la Journée internationale du travail, le vice-gouverneur de la province du Lualaba, Clément Moufoundji Tinat, a communié avec les responsables des entreprises et leurs agents au cours d'une cérémonie organisée dans la salle de l'Assemblée provinciale. Au nombre des sociétés figure Morco Service, représenté par les directeurs administratifs Yves Katanga, engagé dans l'encadrement de la jeunesse pour le développement de la province du Lualaba. Plusieurs prises de parole ont été enregistrées à cette occasion, mettant en exergue le dialogue social. Cette année 2025, la fête du travail a été placée sous le thème « Unis et solidaires pour la résilience en République démocratique du Congo ». Cette fête a également rassemblé les syndicats, les employés et les employeurs. En politique, depuis la disparition de Kyungwa Kumwanza, son parti politique UNAFEC fait face à beaucoup de turbulences. Les démissions se comptent en nombre. La dernière en date, c'est à la Fédération de Lualaba. Suivez. Nous annonçons officiellement une démission massive parce que nous reprochons à notre parti UNAFEC d'entretenir un désordre indescriptif caractérisé par une insubordination notoire. Depuis le décès de notre patriarche, je citais le faux Gabriel Kyungwa Kumwanza. Ceci ne nous permet pas de nous aligner aux idéaux du parti prônés par le faux Gabriel Kyungwa Kumwanza. Nous restons toujours derrière notre chef de l'État. Je cite Félix Tshisekedi Tshilombo, dont nous soutenons à 100% sa vision qui est matérialisée en province par notre gouverneur Mama Fifi Masuka, notre béton que nous continuons toujours à soutenir. Merci.
Homme politique, artiste et écrivain congolais, fruit de l'éducation jésuite de la mission catholique de Kingunda, c'est l'intitulé du livre qui vient d'être porté sur fond baptismaux. C'est une œuvre de l'abbé Crispin Kabeya et du père Anissé Teba. Homme politique, artiste et écrivain congolais, fruit de l'éducation jésuite de la mission catholique de Kingunda. C'est l'intitulé de l'ouvrage de 263 pages que les deux auteurs, notamment l'abbé Crispin Kabeya Kipana et le père Anissé Teba Mbengi, viennent de mettre à la disposition du public, des scientifiques et singulièrement de la population de la province du Kwango. Les deux auteurs ont, à travers cette œuvre, voulu honorer pour la première fois ce grand homme qui n'est d'autre que Gaston Ngangu, un monument de l'histoire politique de la province du Kwango. Gaston Ngangu n'a pas été seulement un politique, mais aussi homme de culture et de plumes. À l'instar des grands auteurs africains, il s'est révélé également comme amoureux de son terroir pour sa plume et par sa structure, Association culturelle Yaka. Un bon père de famille, a dit le père Anissé Teba dans son speech. La lecture de cet ouvrage a permis au directeur général de l'ISP Kassongo Lunda de saluer cette publication avec son caractère hautement enrichissant du point de vue scientifique et social. Le professeur Frédéric Maoussou, qui a procédé à la présentation de cet ouvrage et ses auteurs, a plaidé pour la création d'un musée où seront gardés les ouvrages et d'autres œuvres de l'esprit. Après ce vernissage, une assemblée générale a été tenue dans l'objectif de redynamiser l'œuvre de l'association culturelle Yaka. Et puis, au Congo central, la Direction générale de recettes du Congo central vient de recevoir du matériel pouvant servir à la digitalisation de ce service de l'État. Reportage. Une nouvelle technologie en RDC, les automates fiscaux Bizam, Bilolo, Zamwangana restera dans les annales de la population du Congo central, bénéficiaire de cette invention pour la première fois dans le cadre du processus de digitalisation de certains services de la province du Congo central. Il s'agit d'une invention 100% congolaise, ingénieusement conçue par l'inventeur africain Patrick Dodi Faraja, PDG de Codinet, une entreprise qui contribue au développement intégral de la République démocratique du Congo. Désormais, la déclaration fiscale et le paiement se feront sans assistance humaine. Une étape décisive franchie vers les ambitions communes de faire de la province du Congo central une entité territoriale moderne en matière de gouvernance numérique, d'optimisation des recettes publiques et de proximité citoyenne. À cet effet, le PDG de Codinet a procédé à la remise des matériels pouvant servir à la digitalisation de la DGRKC. C'était devant le directeur général de cette institution, Julien Zamwangana Panzou, et en présence du conseiller du ministre provincial des Finances. La remise du matériel aujourd'hui est ce signal de départ, les débits des processus profonds, structurés, inclusifs et durables. Cette réforme constitue un acte fondateur qui concrétise la vision du gouverneur Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, une vision qui prend forme via le management du directeur général de la DGRKC, Julien Zamwangana. Je rappelle que tous les équipements investis dans le cadre de ces projets demeureront à son terme la propriété pleinement et entièrement de la province. Notons que la phase expérimentale sera officiellement lancée le lundi 5 mai 2025. Coup de projecteur sur les travaux de réhabilitation de l'Institut technique agricole d'Issiro et des germopépinières dans le Haut-Ouélé. Jacques Kabouaba. Dans ce site agricole d'Itaï, situé dans la localité Obaï, se trouvent plus de 1000 hectares de germons pépinières de café, cacao et palmiers à l'huile dans l'interland de la ville d'Issiro. Ce site va consacrer dans quelques mois la revanche du sol sur le sous-sol dans le Haut-Ouélé et il est régulièrement visité par le gouverneur Jean-Bakomito Gambou tellement le projet lui tient à cœur. À ce côté, son fils Christophe Daramatata et un hôte de marque, le chef d'état-major général adjoint de FARDC, le lieutenant général
général Ishalingoza Ndourou Jacques, en charge des opérations et des renseignements. Il se trouvait en mission dans son entité. Sans oublier le ministre provincial de l'Agriculture Emmanuel Arama. Non loin de là se trouve aussi l'Institut technique agricole et vétérinaire d'Issiro, ITAV, en pleine réhabilitation. Les superviseurs des travaux s'en réjouissent. Nous avons trouvé des bâtiments dans un état de délabrement très avancé parce que ça fait une décennie qu'on avait réhabilité ces bâtiments. Mais nous, quand on est venu, on a fait de nos miens pour voir ce que vous avez vu. Un grand bâtiment que vous voyez de l'autre côté, un grand bâtiment administratif avec quelques auditoires des deux côtés, dont des latéraux. De l'autre côté, 12 salles de classe. Le gouverneur Jean Bakomito Gambou se félicite lui aussi et rend hommage au chef de l'État pour sa vision. 80% de travail attendu a été fait. C'est parce qu'il y a la deuxième et la troisième phase. Nous irons jusqu'à réhabiliter l'internat. Nous suivons la politique du chef de l'État, le président Félix. Nous sommes en train de relancer l'agriculture. Notre souhait est que nous puissions atteindre les 6000 hectares pour nous positionner en pionnier de la matérialisation de la vision du chef de l'État dans les domaines agricoles. Cette visite s'est terminée dans un climat bon enfant. Rendons-nous à présent dans la province de l'Ituri où les jeunes plaident pour la protection des magistrats appelés à rendre justice dans un environnement marqué par des conflits armés. Reportage. Le jeune leader de l'Ituri alerte sur une nouvelle manœuvre des ennemis de la paix visant à intimider le magistrat engagé dans la lutte contre l'impunité et le crime qui alimente l'insécurité. Dans la province, cette structure appelle le ministre d'État à la justice, Constant Mutamba, à garantir la protection de ces professionnels des droits qui œuvrent pour l'instauration d'un véritable état de droit conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces agresseurs visent aussi faire disparaître tous les grands commerçants de l'Ituri qui soutiennent la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous condamnons avec force cette énième stratégie des agresseurs de notre pays. Nous demandons au ministre de la Justice, Constant Mutamba, de protéger tous les magistrats qui sont attachés à son principe de mettre fin à la promotion de l'impunité. Nous demandons la cession immédiate de ce dossier bidon contre le magistrat colonel Kumbu, l'opérateur économique notable Kenda et tous les opérateurs du gouvernement militaire de l'Ituri. Notons que cette organisation, composée en grande majorité d'intellectuels, s'implique depuis plusieurs années en Ituri dans la défense des valeurs républicaines et la promotion de la justice. Faisant partie des 5... La réforme initiée pour l'amélioration des conditions socio-professionnelles de la police nationale congolaise va impacter positivement les services de la police. Le commissaire supérieur de la direction des investigations rassure du rôle de contrôle audit conféré à la PNC. Rodépanda. Faisant partie des 5 structures qui composent la police nationale congolaise, l'inspection générale de la police constitue l'organe de contrôle, audit, enquête et évaluation des services, avec sa noble mission régalienne sur l'ensemble du territoire national et principalement dans la capitale Kinshasa. Cette mégapole à multiples cultures et comportements, l'agent de la police doit rester professionnel et cela dans les moindres faits et gestes. Malgré tout, le quotidien des Quinoises et Quinois demeure parsemé de dérapages policiers. L'inspection générale de la police nationale congolaise, IGPNC, reste l'arbitre et ce travail de régulation sur le terrain donne déjà de l'impact positif auprès des agents de la police de circulation routière. Kinshasa, comme le reste des 26 provinces de la RDC, avec l'augmentation de soldes accordés aux policiers et d'autres avantages pris en compte par le gouvernement de la République, ce geste va à coup sûr impacter positivement dans l'exercice des services des policiers, a martelé le commissaire inspecteur Jean-Claude Chibouyanga. Nous sommes en train de veiller à ce que la fonction de la police soit accomplie tout en respectant les règlements et les lois de la République. La police est redevable à la population. Nous sommes un service public de l'État. L'impact de l'inspection générale est dans le cadre de la redevabilité, de sorte que la population puisse se retrouver dans l'exercice
de la police. Mais parce que l'inspection générale de la police ne peut rester permanente sur le terrain, son efficacité se renforce dans des séries de sensibilisations lors des parades et séminaires de mise à niveau pour s'assurer que la police remplit à la lettre sa mission de protéger la population et ses biens, mais surtout respecter le droit de l'homme. L'inspection générale de la police a dans ses tâches quotidiennes le traitement de certains dossiers et plaintes déposées par la population. Après traitement, des sanctions s'ensuivent. La diminution des bavures policières, des violations des droits de l'homme, la diminution des arrestations arbitraires, des tracasseries routières. Les plaintes ne font qu'augmenter. L'inspecteur général, dans ses prérogatives, il a voulu assez que nous puissions baisser cette tracasserie routière dans la circulation ici à la fin d'équipe. Comme vous nous voyez sur le terrain, ici, il y a des récalcitrants. L'IG va les traquer et puis les déférer auprès de l'homme compétent pour qu'il soit sanctionné et jugé selon les lois de la République. Avec l'application de la réforme entamée au sein de la police nationale congolaise, l'inspection générale rassure rester ouverte 24 sur 24 à la disposition du public et un numéro vert 114 est mis à la disposition du public pour tout contact, des jours comme des nuits. Et puis, sachez que le bourgmestre de la commune de Massina était sur le terrain ce samedi afin de sensibiliser la population, les parents et les policiers sur l'insécurité qui bat son plein dans plusieurs quartiers de cette municipalité. Diane Balaka. Ce vendredi, le bourgmestre de Massina, Joseph Chikoukatumba, accompagné du commissaire de Massina 2, ont fait une ronde dans quelques quartiers de sa municipalité, dont notamment Mapela et Pelende. Question pour eux de se rendre compte de la situation sécuritaire de ces localités urbaines. Moment propice pour eux de sensibiliser aussi leurs habitants afin d'être vigilants devant ces phénomènes Koulouna et les dénoncer. Le bourgmestre de Massina a par ailleurs mis en garde le parent complice. Il leur demande de cesser de soutenir les malfaiteurs et il tient mordicus à éradiquer ces phénomènes. La complicité. Mon pote azali complice moi na ye na mwana ba okanga bango ba ko sala boloko kama te to ko tikate mo boti moko boko la kuluna ndaku na ye baninga baza mal à l'aise baninga ba yoka pasi yo ke sengo so ti ko iba alesio mo boti na ye batuni kuna za yo wangani. Rappelons que cette énième fois descente du bourgmestre fait suite à une insécurité récurrente dans ces coins de la capitale. Plusieurs chantiers sont en cours d'exécution à Lubumbashi dans le Haut-Katanga et le gouverneur de province a effectué une ronde hier vendredi pour se rendre compte de l'évolution de ces travaux. Reportage. Le gouverneur a commencé sa ronde sur le terrain par l'avenue Kiwele dans la commune de la Roachi où l'asphalte et les ouvrages d'évacuation des eaux ne vont pas tarder. À la Roachi, les habitants font observer que ces travaux sont une première depuis l'époque coloniale. Le temps que nous tous, le peuple de la commune de la Roachi, on entendait ça, mais Dieu bénisse le gouverneur de la province et Dieu bénisse le président de la République par rapport à cette œuvre ici. Jacques Kaboula-Katoué s'est ensuite rendu à l'angle des avenues Manono et Kilobé-Lobé, considérablement dégradées, avant de poursuivre vers la route Kamasaka, complètement construite à neuf. Puis, direction le pont Kasungami, reliant la commune Katuba à la commune annexe. Le chantier avance à grands pas sur le pont le plus long de la province du Haut-Katanga. Les riverains, premiers bénéficiaires, saluent un ouvrage moderne et qui change les statuts de leur quartier longtemps oublié et enclavé. Accompagné de son ministre provincial des infrastructures, du directeur provincial de l'OVD et de son équipe technique, l'autorité provinciale a également inspecté les travaux sur l'avenue Upemba où un dalo est en construction sur la rivière Katuba. C'est sur l'avenue Biaï prolongée que la visite du gouverneur s'est achevée. Ici, le chef de l'exécutif provincial s'est dit déçu du retard constaté dans l'évolution des travaux et a annoncé son intention de changer d'entrepreneur afin d'assurer la bonne continuité du chantier. On reste dans le Haut-Katanga pour parler de ce soutien de Vision Fachi aux négociations de Doha au Qatar. Toute initiative de médiation tendant à ramener la paix en RDC est un pas dans la bonne direction, a rapporté Kalimboui, président de la Vision Fachi rénovée.
Il a dit lors d'un grand meeting populaire à Lubumbashi où il a réuni tous les fascistes rénovés pour leur expliquer la portée des différentes rencontres internationales dont l'une a abouti à une déclaration de principe entre parties au conflit. D'après Kalimbouyi, que ce soit l'Union africaine, Doha ou Washington, tout converge vers un seul et même objectif, aboutir à une paix durable et définitive pour le peuple congolais afin de le sortir de cette instabilité qu'il sévit depuis de nombreuses années sur son sol. D'ailleurs, le numéro 1 d'entre les fascistes a salué l'engagement du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à restaurer la paix et la sécurité dans cette partie du pays à travers sa diplomatie forte et agissante. Il a aussi souligné l'appui nécessaire à ce combat pour la paix de deux poids lourds de la politique haut-katangaise, à savoir le gouverneur Jacques Kabula Katoué et le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Michel Kaboué, qui répercute la vision du chef de l'État en province par un accompagnement sans faille. Pour preuve, comme l'explique Kalimbouyi devant sa base, que cette déclaration de principe insiste sur le respect de la souveraineté, la cessation de tout soutien aux groupes armés, les retours des déplacés, ainsi que la relance économique et le soutien à la MONUSCO. En nouvelle, après 18 mois de transition, c'est une nouvelle page d'histoire qui s'écrit au Gabon ce samedi 3 mai 2025. Plusieurs chefs d'État et figures de poids ont fait le déplacement de Libreville pour prendre part à la cérémonie d'investiture du président élu aux élections du 12 avril dernier. Brice Oligui Nguema, le couple présidentiel de la RDC, a pris part à cette cérémonie de la fête. Vous suivrez les détails dans nos prochaines éditions. Et c'est la fin de ce journal coordonné par Angèle Mabiala Landou. Gauthier Kiassi était à la rédaction. Le prochain rendez-vous d'actualité, c'est tout à l'heure à 23h avec Serge Merlin-Mata. Très bonne suite de programme sur la RTNC.